Terriens, terriennes. Imaginez une planète lointaine, dans une galaxie lointaine, si lointaine qu'elle n'aurait même pas encore été aperçue par l'homme et ses télescopes surpuissants. Imaginez que sur cet astre vivrait un peuple doué d'une grande intelligence, une civilisation fascinante de technologie et de sagesse. Eh bien, cette planète, elle existe réellement. Elle s'appelle Calista. Depuis 2000 ans, semble-t-il, 14 milliards d'habitants, les Callisti, vivent en paix sur cette sphère grande comme la Terre, dans une harmonie, une santé et un équilibre parfait. Pas une guerre, pas un déversement toxique dans un fleuve, ni chômage, ni délinquance, ni pauvreté. Et la nature sur Calista est entièrement préservée. Ah, si vous pouviez voir ces milliers d'espèces étonnantes, les gargaloses multicolores, les bernouilles en fleurs, les frisouillecs ou le glastrail bondissant. Les Callisti, quant à eux, sont charmants et bleuâtres. Ils sont complètement mous, pas très grands, avec une antenne verte et jaune sur leur tête sans cou. Notez que les Callisti féminins se nomment Callistines et que les Callisti masculins portent le nom de Callistan. Vous vous demandez sûrement comment font les Callisti pour toujours prendre les meilleures décisions pour l'ensemble de la planète. Quel est le secret du bonheur et de la sagesse du peuple? Eh bien, c'est un méga-ordinateur, un super logiciel qui guide, organise, ordonne et facilite la vie de chaque Callisti. Cet ordinateur s'appelle la mémoire édifiante, raisonnable, économe, en abrégé, la mère. Grâce à elle, les Callisti n'ont pas besoin de réfléchir. Elle leur dicte ce qu'ils doivent faire à travers une puce minuscule cachée dans le cerveau de chaque habitant. Avec ces consignes, plus de disputes entre enfants, plus de guerres,
Plus de gaspillage ni de pollution. Plus de pauvreté ni de famine. Avec sa puissance de calcul faramineuse, la mère, ce superordinateur, contrôle tout sur Calista, y compris l'énergie. En complément des panneaux solaires et des éoliennes, chaque Calisti doit consacrer 2 heures par jour à produire de l'électricité en pédalant sur de drôles de machines, les Velops. C'est le pédalage participatif, aussi appelé PEPA. Comme vous le voyez, tout va pour le mieux dans le monde des Calisti.
Ou du moins, tout allait bien jusqu'ici. Ce tableau idyllique n'a pas duré. La mer est subitement tombée en panne. Malgré les vaines tentatives de réparation, la mer reste bel et bien éteinte. Il n'y a donc plus de méga-logiciel bienveillant et organisateur capable de donner ses ordres aux 14 milliards de Calistans et Calistines.
sans leur petite voix intérieure, sans plus aucune consigne de la mère pour guider leur vie, Calistan et Calistine durent réapprendre à se débrouiller tout seuls pour prendre des décisions plutôt simples. Quelles chaussures mettre? Que manger à midi? Être agréable ou violent avec ses voisins? Ou des choix plus importants? Déclarer la guerre ou pas aux pays voisins? Choisir de produire plus de glibules, etc. Cela provoqua beaucoup de conflits et quelques beaux ratés. Un exemple? Dans un éclair de génie, on décida de produire 3,7 milliards de porte-chaussettes fluorescents et réfrigérants, les célèbres Pocréflus, absolument inutiles. Ils n'ont bien sûr jamais été achetés par qui que ce soit. Mais je m'aperçois que j'ai oublié de vous présenter 3 personnages importants. Norkia, Albur et Frisgo sont de jeunes élèves Calisti, 3 camarades de la même école et de la même classe. Norkia est très bon élève. Son ami Albur également, tandis que Frisgo travaille juste le minimum nécessaire, n'étant jamais passionné par quoi que ce soit, hormis les jeux, la sieste et les calistans, s'ils sont mignons. Et oui, il y a des écoles sur Calista, mais chaque classe accueille 153 élèves. Si, autour d'un dire-groupe, sorte de surveillant professeur. Avant la panne, avec les consignes permanentes de la mère dans le cerveau de chaque élève, un dire-groupe aurait même facilement pu gérer jusqu'à 300 enfants à lui tout seul. Jusqu'ici, Norkia, Albur et Frisgo s'entendaient fort bien avec les autres élèves et tous jouaient sympathiquement dans la récrézone en multipesanteur.
Cependant, à l'heure précise où la mère tomba en panne, quelque chose changea pour Norkia. Un enfant dans la cour. « Hé, Norkia, tu te crois maline avec ton antenne de travers, là ? Ah, t'es trop ridicule !» Norkia ne comprit pas tout de suite ce qui était en train d'arriver. Un autre enfant, 5 minutes plus tard. « Moi, jamais vu une antenne aussi nulle. Norkia, tu fais ton intéressante. » Encore un autre enfant, juste après. « Hé, tout le monde, venez voir Norkia. Elle a oublié de coiffer son antenne ce matin en se levant. » Et tous les enfants de rire grassement. Norkia était très mal à l'aise. Surpris par la bêtise des camarades, Albur lui adressa un regard amical, tandis que Frisgo riait bêtement avec les autres. Après la séance quotidienne de Peppa, Norkia sortit de l'école avec Albur. Mais aussitôt, 2 jeunes calistans l'interpellèrent. « Hé, l'antenne tordue, tu pars déjà ? Reste un peu qu'on rigole. » Les 2 jeunes pénibles s'arrêtèrent juste à temps pour ne pas être entendus du dire groupe. Le lendemain, le surlendemain et les semaines qui suivirent, tout ne fit qu'empirer. Les enfants étaient de plus en plus nombreux à se moquer de Norkia, alors que son antenne était tout à fait normale. Et même si elle avait été hors norme ou bizarre, est-ce que ça justifierait une telle méchanceté ? Albur s'inquiétait vraiment, car Norkia dépérissait, n'avait plus goût ni à rire, ni à manger. Elle qui raffolait auparavant des amusailles et des gargalosses bien fraîches. Et, symptôme encore plus grave, pour une jeune Calistine capable de dévorer en une soirée un tome entier des aventures de l'inspecteur Planck, même la lecture ne lui faisait plus plaisir. Albur comprenait qu'il était dangereux pour la vie de Norkia de continuer ainsi. Il fallait donc agir, mais que faire ? Qui appeler à l'aide ? Même le dire groupe, qui avait compris le problème, ne savait qu'entreprendre, mis à part gronder les élèves coupables lorsqu'il les prenait sur le fait.
Voyant que ni les parents de Norkia, ni le dire groupe ne savaient quoi faire pour arrêter ces harcèlements, Albur décida d'en parler à un autre adulte, son grand-père Nemos. C'était un grand-père étonnant, très en forme pour son âge. Il battait même la plupart des jeunes Calisti au pédalage. D'un autre côté, il était parfois bizarre et ses réactions souvent inattendues. Mais un sourire chaleureux éclairait toujours son visage. Nemos accueillirent Albur et Norkia avec un grand sourire et un bol de glibulettes confites. Un vrai délice. Alors voilà, grand-père. Norkia, mon amie si présente, a un problème à l'école. Enfin, disons plutôt que ce sont les autres qui ont un problème avec elle. Les deux jeunes Calisti exposèrent leurs soucis à Nemos, qui écouta sans mot dire, posant sur eux son habituel regard bienveillant. Je vois, dit-il de sa voix caverneuse et chaude de papy pas trop fripé. Il me semble que nous pourrons trouver une solution. Peut-être, ou pas. Mais auparavant, et pour nous aider à réfléchir, je dois vous raconter une petite histoire, une courte fable très très ancienne. Écoutez. Une fois, sur la lointaine planète Terre, un roi nommé Jonathan Ier, qui régnait sur un pays traversé par un immense fleuve coupé en deux, depuis des générations et des générations, par une guerre perpétuelle. On ne sait plus quand ni comment le conflit avait commencé, mais les habitants s'opposaient sur un point très précis. Les uns étaient fermement convaincus que la meilleure manière de cuisiner les carottes était de les couper en rondelles. C'était le parti des rondellistes. Les autres étaient persuadés que la plus délicieuse des recettes pour déguster les carottes était de les couper en petits dés. C'était le parti des cubistes. Rondelles contre dés, cubes contre rondelles. Aucun des deux camps n'avait jamais le dessus, mais des bagarres éclataient régulièrement. Or, il advint que le roi Jonathan, excédé par ces batailles incessantes, ordonna qu'on organise de grands festins pour tous les habitants, avec la consigne suivante, à respecter sous peine de mort, chaque repas devait être préparé par 2 cuisiniers, un de chaque camp. Et chaque tablée devrait être composé à parité d'habitants rondellistes et cubistes. Les experts en expertise annonçaient déjà un pugilat général ou une catastrophique bataille de carottes. Les cuisiniers comprenaient qu'il fallait trouver une solution pour éviter le bain de sang. Après avoir réfléchi longtemps, chaque duo de cuistots travailla avec cœur et à l'heure du dîner, on vit apparaître sur les tables du royaume des plats absolument nouveaux. Certains cuisiniers avaient bien sûr mélangé les rondelles et les cubes dans le même plat, mais d'autres avaient coupé les carottes en étoiles, en cylindres, en cônes. D'autres
D'autres encore les avaient râpés, mixés, pressés, écrasés, parfumés de diverses épices, arrosés de crème, flambés à l'armagnac et j'en passe et des plus étranges. La palme fut attribuée aux cuisiniers qui réussirent à sculpter leurs carottes à l'effigie du roi Jonathan Ier. À chaque tablée, les convives se mirent à goûter ces plats et là, l'inimaginable survint. Des sourires s'affichèrent sur les visages mâchouillants car tout cela était délicieux, quelle que soit la forme des carottes. Ce grand banquet permit la réconciliation des deux peuples et pour fêter l'événement, on inaugura peu après un pont supplémentaire, le pont de la Concorde, que les habitants ne tardèrent pas à rebaptiser le pont de la Carotte. Après un long silence, Albur s'exclama. « Mais c'est bien sûr, grand-père, tu es génialissime. J'espère que je tiendrai de toi. Bon, Norkia, je crois que j'ai une solution pour notre affaire. Je t'expliquerai. Mais au fait, grand-père, est-ce la mère qui t'a conté cette histoire avant qu'elle ne s'éteigne ?» Grand-père répondit. « Oh non, je l'ai lu dans un livre, mais je dois vous révéler un secret. N'ayez pas peur, mais voyez-vous mon antenne là, sur ma tête? Ce n'est pas une vraie antenne. Il l'enleva d'un coup. Et la puce qui est dans mon cerveau, voyez-vous, eh bien, elle n'y est pas. Je fais partie des vieilles personnes à qui on a jadis oublié de greffer une puce, du temps où les enfants ne naissaient pas encore directement équipés de ce minuscule appareil. Et une dernière chose, sachez que la mer n'existe pas depuis des milliers d'années. Elle n'a été mise en service qu'à l'époque où j'étais petit garçon. Sans avoir bien réfléchi, 2000 ans selon la mer 70.
À la fois chamboulés et encouragés par leur entrevue avec Nemos, les deux enfants s'en retournèrent vers leur maison et leur école, avec au cœur un grand espoir et en tête un plan audacieux pour régler les problèmes de Norkia. De retour à l'école, Norkia et Albur présentèrent leur plan d'action au Dear Group en présence de Mnemos. Voici comment tout se déroula. Durant les cours et les semaines qui suivirent, les enfants de la classe, à tour de rôle, furent amenés par groupe de 3 dans une salle à l'écart pour de petits jeux de rôle. Sous la houlette bienveillante du Dear Group et de Mnemos, un des 3 enfants jouait le rôle du harceleur, le second le rôle de la victime harcelée et le 3e observait. Puis, on échangeait les rôles et on parlait de ce qu'on avait ressenti à chaque place. Quelques séances suffirent en général pour que les 3 élèves d'un groupe se rendent compte du mal qu'on fait en harcelant un ou une camarade. Et Frisgo fut bien honteuse lorsqu'elle réalisa combien elle avait été odieuse avec Norkia. Les harcèlements cessèrent peu à peu et la majorité des élèves adoptèrent une attitude bienveillante, non par obligation, mais parce qu'ils avaient compris la situation. Norkia retrouva des relations normales avec les autres enfants, jouant, plaisantant, se disputant parfois aussi, rien que de très banal pour des enfants calistis. D'autres écoles appliquèrent cette méthode avec beaucoup de succès. Norkia et Albur avaient traversé cette épreuve ensemble et leur amitié s'en trouvait renforcée à jamais. En remerciement, ils fabriquèrent et offrirent à Mnemos une fausse antenne toute neuve, bricolée avec une ventouse et un saladier et peinte par leurs soins. Chez les adultes, par contre, sans les conseils de la mère, les choses n'étaient pas toujours aussi faciles. Le père de Norkia, par exemple, avait proposé un nouveau fonctionnement dans sa fabrique de Velops.
À la fin de chaque semaine, l'ensemble des ouvriers discutaient pour décider de l'emploi du temps, des rôles de chacun, de la couleur des Vélops de la semaine à venir. Le tout autour d'un bon verre de Fleuzmerks, boisson très populaire sur Calista, à base de fleuz fermenté. Attention, interdit aux enfants. Ailleurs, dans la campagne calistine, des producteurs de fleuz, de gargalose et de bernouilles se mirent à réfléchir intensément pour savoir s'il fallait produire plus de fleuz ou plus de bernouilles, avec plus ou moins d'engrais chimiques. Mais bien sûr, lorsqu'on tâtonne et qu'on essaye, il arrive qu'on se trompe. Certains calistis n'arrivaient pas à travailler ensemble sans que cela finisse par une grosse bagarre. D'autres étaient capables de démolir un jour le mur qu'ils avaient décidé de construire la veille. Et nos sympathiques producteurs de porte-chaussettes qui n'arrivaient pas à vendre leur stock, ils eurent beau réfléchir tous ensemble, se concerter et faire des essais de publicité intéressants. Tous leurs efforts furent vains. Le seul porte-chaussettes vendu est celui que Mnemos a acheté pour garder son Fleuzmerks au frais. Mais que voulez-vous ? Quand on n'a pas besoin d'un objet, le plus simple est peut-être de ne pas le fabriquer. Après quelques mois de tâtonnement, la mer étant toujours en panne, les Calistis souhaitèrent mieux s'organiser pour que les grandes décisions de la planète soient prises de manière réfléchie et collective. On organisa alors une grande consultation, puis un vote. Tous les habitants réfléchirent, discutèrent dans les villages, les quartiers, les villes, les régions, les continents. Ceci aboutit à 3 propositions, entre lesquelles le peuple calisti dut choisir.
La majorité du peuple Calisti a choisi la motion B et souhaite continuer ce qui est en marche. Désactiver les puces cérébrales, apprendre à vivre tous ensemble et construire un système permettant aux Calisti de prendre tous ensemble les décisions concernant la planète et les habitants. Bien sûr, tout ne fut pas parfait dès le départ, mais après 1 ou 2 ans, beaucoup d'habitants avaient appris à mieux vivre avec leurs concitoyens. On dénombrait par exemple beaucoup moins de bagarres. Les enfants s'adaptaient très vite, mais les adultes s'en sortaient finalement bien aussi, et ils retrouvaient certains bons réflexes. Par exemple, se dire bonjour en se croisant. Ça se dit yotz en langage Calisti. Ou bien commencer par discuter calmement avant d'en venir aux mains. Après beaucoup d'essais plus ou moins réussis, le peuple Calisti mit en place un système de décision collective où tous les habitants étaient consultés sur toutes les questions concernant la planète et le peuple. Grâce aux puces cervicales, les 14 milliards d'habitants purent communiquer et décider tous ensemble et très rapidement. Albur et Norkia continuèrent tranquillement leurs années d'apprentissage, tout en créant un groupe d'action contre le harcèlement. Quelques années plus tard, ils prirent des responsabilités, encore plus grandes dans la vie du peuple de Calista, pour continuer en adultes ce qu'ils avaient commencé grâce à Mnémos. Mais si les Calisti revotaient maintenant, 10 ans après cette décision, choisiraient-ils la même solution ? Mais trêve de réflexion. Sur Calista comme sur Terre, en ces périodes troublées, chacun ressent le besoin de faire la fête. Partagez avec nous le Funky Fluzz. Funky Buzz.